Je crois qu'on peut dire qu'il y a quand même un marché publicitaire qui est globalement en contraction dans le monde. Et c'est un fait assez inédit en fait. Parce que c'est vrai qu'on assiste à une sorte de paradoxe. Avec d'un côté des annonceurs qui sont en train on va dire, de maîtriser au maximum leurs coûts et notamment leurs problématiques de communication, alors que la croissance mondiale, peu ou prou, va faire plus ou moins 4% à peu près de croissance cette année. Et donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit cette espèce de décorrélation entre les investissements pubs d'un côté, qui stagnent, et la croissance mondiale qui augmente. Et donc je pense que pour nos professions, c'est très important, parce qu'il faut qu'on se préoccupe de ça. C'est comme si aujourd'hui il y avait un manque de croyance dans la publicité, pour la première fois depuis très longtemps. Et donc un remodelage qu'on doit faire nous, et c'est aussi notre responsabilité en tant que professionnels de la com, pour réinventer les métiers et retrouver en fait ce qui a fait l'efficacité de la pub. C'est pour ça que je pense fondamentalement que la publicité en tant que telle est en train de s'étioler, la publicité issue des masses médias, et qu'on assiste petit à petit à l'émergence de quelque chose de beaucoup plus personnalisé, où il y a un mot qui me paraît fondamental, qui est le mot de pertinence. C'est pour ça que la qualité du ciblage, la qualité de la façon dont on va toucher les individus avec les bons contenus sont devenus des éléments essentiels. Mais ce qui est certain pour une marque, c'est qu'il faut aujourd'hui ne pas sombrer dans la masse et être perdu dans une masse informe, parce qu'on est sur l'efficacité aujourd'hui. Les annonceurs, ils veulent de la performance, ils veulent du business derrière, et que ça ne se fait plus uniquement en balançant d'énormes budgets publicitaires. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses en termes d'organisation chez nous, en termes de proposition de valeur et en termes de réinvention. Aujourd'hui, ce qui est questionné avant tout, c'est le rôle de la communication et le rôle de la communication dans sa capacité à être au service du business et de l'image des marques. Donc, je pense que c'est notre rôle effectivement, et c'est ce que Pierre a évoqué, je pense, au travers de la personnalisation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets aujourd'hui pour faire de la communication quelque chose qui soit moins une friction ou une contrainte ou une pollution, on pourrait dire. C'est tout d'abord effectivement d'être plus personnalisé, d'être plus légitime dans la manière dont on va toucher les gens, enfin qui on va toucher, est-ce que c'est les personnes exactement, est-ce qu'on arrive à être pertinent en termes de ciblage bien entendu, mais au-delà du ciblage, je pense que c'est un enjeu aujourd'hui de la valeur qu'amènent les marques. C'est-à-dire qu'en fait ce que cache ce débat autour de la dimension un petit peu interruptive de la communication et de l'inadaptabilité du message par rapport à la cible, renvoie en fait à la proposition de valeur des marques aussi. Donc là où on est effectivement dans des logiques de ciblage et de pertinence de ciblage du côté du média, quand on est sur le contenu et la nature de ce qu'on peut apporter en matière de produits, de services, de messages, ce qui est questionné derrière, c'est la légitimité des marques, la valeur en fait de ce qu'elles amènent aujourd'hui. Puisqu'au fond, nous, notre métier, c'est quoi? C'est en tant que communicant, ça, c'est finalement de réussir à faire en sorte d'éclairer une proposition de valeur, une différence qui répond à un certain nombre d'attentes. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde le marché, du côté des marques, les propositions distinctives, les propositions qui répondent véritablement à un enjeu, une attente, une envie de simplification ou tout bonnement une envie de divertissement, de contenu qu'on a envie de partager, on se rend compte que c'est finalement extrêmement rare. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle beaucoup aujourd'hui moins de communication et davantage d'expérience. C'est-à-dire on parle d'expérience sans friction, d'expérience qui soit divertissante, d'expérience qui soit jubilatoire pour la marque. Et aujourd'hui, c'est vrai que souvent, on se retrouve face à des propositions de valeur qui sont relativement indifférenciées et qui ne sont pas toujours d'une pertinence, pour reprendre les termes de Pierre, complètement démontrées. Donc nous, on est souvent amenés à remonter sur des problématiques qui ne sont pas uniquement des problématiques de communication et de publicité, mais des problématiques de marketing, d'offres, d'où d'ailleurs le débat sur la capacité des agences ou non à remonter sur des logiques d'innovation, des logiques servicielles, des logiques produits même parfois. Et c'est exactement effectivement le chemin par lequel on essaie aujourd'hui d'accompagner les marques en matière de réflexion. Et c'est aussi la mutation du coup du modèle d'agence de communication aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a évidemment un vrai enjeu à remonter la data, pas que dans des enjeux de bas de funnel ou de distribution ou d'optimisation ou de ciblage, mais de faire de la data un outil d'insight en fait. On travaille beaucoup aujourd'hui sur un certain nombre de communautés et avec des groupes comme le Réal, sur le design de services qu'on considère comme étant pertinent par rapport à un certain nombre d'observations qu'on a menées sur le comportement. Donc on le sait qu'aujourd'hui la voix est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec Pierre ici. La voix, c'est évidemment le futur, l'effacement des interfaces, la capacité à avoir encore une fois des expériences encore plus sans friction en fait.
Je pars toujours du haut du tunnel. Je vis dans un monde qui s'appelle une démocratie occidentale. La démocratie, elle repose sur la pluralité des médias. Et c'est ce que l'Europe devrait défendre. Tout le système médiatique, il ne peut reposer, quand on regarde l'histoire de l'humanité, que sur deux choses. Soit un pouvoir politique, soit la publicité. Donc vous avez soit la Pravda, soit un système libre. Le problème aujourd'hui que pose, à mon sens, le RGPD, c'est qu'on est en train de risquer de donner le pouvoir à des gros acteurs américains d'un côté, ou voire des Chinois demain, qui ont les reins solides et qui peuvent se permettre d'avoir des écosystèmes fermés, alors qu'on risque d'étouffer drastiquement les éditeurs français. Et je trouve ça totalement paradoxal que le gouvernement et l'Europe en général tentent de légiférer en permanence avec des solutions légales qui ne font qu'amplifier le pouvoir des GAFA, contre lesquels je n'ai rien, et ce sont des plateformes extraordinaires et qu'on utilise au quotidien et qui sont absolument fascinantes du point de vue de leur développement. Mais je mets le point là-dessus, un point de vigilance. Si on veut conserver une véritable pluralité de médias et donc simplement la démocratie, on doit faire attention à une seule chose, la juste répartition de la valeur entre les éditeurs d'un côté, c'est-à-dire des contenus, et des plateformes de l'autre, c'est-à-dire des contenants. Et si on ne fait porter la responsabilité uniquement que sur des contenus, on va avoir un énorme problème dans quelques années. Donc RGPD, il faut protéger la vie des gens, mais que je sache, une bannière n'a jamais tué personne, et être ciblé publicitairement, je pense qu'on a des milliards de gens sur cette planète qui ont autre chose à faire que passer du temps à ça. Déjà, les GAFA, contrairement à ce qu'on pense, pour moi, ne sont pas du tout des concurrents des agences. Nous, on utilise énormément les GAFA, et d'ailleurs en très bonne intelligence avec eux, pour utiliser au bénéfice des marques la force, la pertinence de leur plateforme. Donc là-dessus, pour moi, je ne comprends pas bien pourquoi on oppose souvent les GAFA aux agences. Pour moi, ce n'est absolument pas des concurrents, au contraire, c'est un nourrissage mutuel, et je n'ai aucune crainte qu'ils viennent sur nos plates-bandes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que ce sont effectivement des plateformes transnationales qui donc par essence ont tendance à n'obéir qu'à eux-mêmes et pas aux législations. Et donc ça peut donner parfois le sentiment qu'elles impriment, on va dire, leur marque sur le monde et finalement elles amènent tout le monde et donc tout l'écosystème à respecter leurs règles à elles et pas au reste de l'écosystème préétabli. Donc là, il y a quand même malgré tout un mini-risque et c'est pour ça que je ne pense pas non plus à l'inverse, que l'absence totale de législation soit une bonne chose. Mais je pense qu'il y a des choses assez simples qu'on pourrait faire. Déjà, qu'ils payent leurs impôts en France exactement comme n'importe quel petit éditeur est obligé de le faire. Donc déjà, c'est un premier point. Donc leur imposer du RGPD qui ne fait que les renforcer alors qu'on devrait plutôt les faire entrer dans un écosystème fiscal cohérent, c'est déjà un premier point. Et je n'oublie pas non plus qu'on a nous-mêmes une responsabilité là-dedans dans la répartition que l'on fait de la valeur entre les plateformes, donc contenants, et les contenus. Je prends un exemple pour démontrer à quel point les agences, je pense qu'on sont assez en avance quand même en France sur ce principe, c'est qu'on estime à peu près que 70% du digital, du revenu digital en publicité, vont vers les GAFA et 30% vers les milliers d'éditeurs qui tentent de survivre. Pour les agences en général, et c'est le cas notamment de Dentsu et Gist Network, c'est uniquement 50-50. Donc pas 70-30, mais 50-50. Donc on est beaucoup plus équilibré. C'est souvent les annonceurs en direct qui, eux, par simplicité, parce que c'est beaucoup plus simple comme ça, font du Google et du Facebook et oublient le reste du monde. Et donc je pense que c'est très important, le monde est complexe, nier sa complexité, c'est faire moins d'efficacité. Et c'est pour ça qu'on est encore là pour durer. Que ce soit le sujet du RGPD ou la dépendance, ou pas d'ailleurs, au GAFA, c'est toujours la même question. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on pose comme question, c'est où est finalement le pouvoir de la marque et quelle est la maîtrise qu'elle a sur ses propres assets. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en effet des GAFA qui proposent en fait des plateformes ultra intégrées qui permettent des ciblages extrêmement précis, mais qui font qu'à un moment donné, la marque oublie ou abandonne une partie de son intelligence, de ses données, de son savoir sur ses propres clients, en fait, à des acteurs qui sont des acteurs en perpétuelle évolution et dont finalement les changements de CGU, d'approche, de politique, finalement créent une dépendance qui font que les marques sont finalement pas en contrôle finalement de leurs principaux assets. Et nous, finalement, ce qu'on essaye de pousser, de vendre et de cultiver avec les marques avec lesquelles on travaille, c'est encore une fois de créer des écosystèmes d'expérience suffisamment pertinents et utiles pour créer des phénomènes d'attraction dans ces écosystèmes, générer de la data qui crée une forme d'indépendance et de capacité à piloter soi-même, en réalité, ses propres assets. Et c'est un peu la différence qu'il peut y avoir, parce qu'on parle de la data ou du RGPD. En fait, le vrai sujet, c'est la valeur de la data dont on parle. La data, il y en a partout.
Et toute la data n'a pas systématiquement la même valeur. Nous, le combat qu'on a, en tout cas quand on travaille du côté du contenu, de l'expérience, c'est une notion de earned data. C'est-à-dire à un moment donné, une data qui est donnée, qui est offerte et qui est suffisamment précise par rapport au métier de ce que vend la marque pour être structurante à l'avenir du futur de l'expérience qu'elle va proposer. Et aujourd'hui, les datas qu'on peut récupérer, que ce soit au travers, encore une fois, au travers des brokers de data ou au travers des parcours médias, c'est une data qui a une utilité sur le targeting et sur ce genre de choses, mais sur la capacité qu'elle peut avoir à nous permettre de renforcer l'expérience et la valeur qui est procurée finalement à celui qui utilise ou qui consomme la marque, en fait, on n'y est pas complètement. Donc le vrai sujet, c'est un sujet de dépendance, c'est exactement ce que dit Pierre en parlant de la démocratie ou de la Pravda, enfin, pour reprendre ton exemple, mais c'est qu'à un moment donné, il faut réduire cette dépendance, pas uniquement parce que c'est pas juste un combat idéologique, en fait c'est un combat de capacité à garder le contrôle sur la manière dont une marque avance et est en permanence, en pertinence et en résonance culturelle par rapport à un certain nombre d'attentes.